Sergino Lokossou, bonjour. Bonjour Ahmed, bonjour à tous les téléspectateurs d'ici d'ailleurs. Bienvenue. Merci. Merci de nous aider à faire l'exercice ce matin. C'est moi. Laurent Roland Toné, qu'est-ce que nous ayons abandonné? Non, Laurent qui sera de retour dans quelques jours. Pour l'heure, donc, on fait l'exercice avec vous, Sergino Lokossou, et on démarre par le quotidien Matin Libre qui nous parle politique nationale ce matin. Qui pour comprendre Azanaï? Évidemment, qui pour comprendre Azanaï, Matin Libre s'est posé la question parce que l'acteur politique, le président du parti Restaurer l'Espoir, que vous connaissez très bien, aurait refusé l'invitation. Et conduit l'émissaire de Jacques Ayadji. Par avoir des conséquences, refuser l'invitation que l'émissaire voulait lui remettre. Je pense que candidat Azanaï n'est pas à son premier essai. Il a fait une fois. Nous étions le 22 juillet où le parti Les Démocrates l'a invité également. Il a refusé l'invitation. Il était absent justement. Il est absent à cette activité du parti Les Démocrates. C'est pour dire quoi que véritablement on ne comprend plus candidat Azanaï qui a rompu les amas, il faut le rappeler, avec le système en place depuis de 2016-2017. Donc je pense que candidat Azanaï l'a quand même signifié depuis qu'il a quitté le gouvernement. Il ne veut plus collaborer, on va dire comme ça, avec tous les partis politiques qui ont des ramifications dans le gouvernement. Qui vous rappelle, je ne vous apprends rien. Mouel Bénin est un parti de la mouvance qui soutient les actions du chef de l'État. Et donc, candidat Azanaï ayant rompu les amas avec la mouvance, il ne veut plus collaborer avec ce parti. C'est vrai que le parti Les Démocrates... On peut comprendre justement. On peut comprendre que les démocrates sont un parti de l'opposition. Évidemment. Mais lors des législatives de 2023, quand vous suivez candidat Azanaï, c'est qu'il y a eu des compromissions qui ont été faites avec les démocrates et le pouvoir en place. Et donc, ça fait que tous ceux-là qui vont rester dans ce précaré-là, qui vont pactiser en glyphe avec le système en place, candidat Azanaï ne veut plus collaborer avec ces partis-là. Et je me pose la question, jusqu'où ira candidat Azanaï si tant est qu'on refuse de collaborer avec tout le monde, si tant est qu'on pense qu'on peut rester dans sa tour d'ivoire et se développer, je ne pense pas. Même si l'acteur politique, candidat Azanaï, ne participe pas en tant que président du parti Restaurer l'Espoir, il peut quand même envoyer, représenter des personnes. À moins qu'il ne se retrouve aujourd'hui tout seul. Exactement. Au sein du parti. Restaurer l'Espoir. Exactement. Et donc, je pense que nous sommes en politique et au-delà de la politique, nous sommes quand même au Bénin où il y a la communauté, il faut s'entendre. Oui, il faut quand même qu'il y ait, même quelles que soient nos divergences, quelles que soient nos colorations politiques, il faut quand même qu'à des moments donnés, qu'on puisse s'entendre, qu'on puisse se donner la main. Parce qu'il y a des références historiques. Quand vous prenez par exemple la Jeanne Drouet du roi Guézo est quand même une référence historique qui montre que nous devons tous boucher de nos doigts cette jarre afin que l'eau ne sorte pas de la jarre. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que nous sommes au Bénin et au Bénin, c'est l'union qui prime. Et au-delà, quand vous prenez notre devise, c'est fraternité. Ça veut dire que nous sommes frères. Et donc, je pense que le candidat Azanaï n'ira pas forcément loin avec cette posture qu'il est en train d'adopter parce que, une fois, ils vont le faire, une fois, il va refuser. Et donc, il faut que les acteurs politiques puissent comprendre candidat Azanaï qui est dans sa position. Et je pense qu'il ne va pas rester très longtemps dans cette position, si tant est qu'il veut toujours faire la politique au Bénin, à moins qu'il ait pris sa retraite politique et il ne veut plus collaborer avec la politique, où il a laissé carrément la politique. Alors oui, candidat Azanaï qui dit ne pas vouloir donc collaborer, enfin, il a rompu les amas avec la mouvance, donc on peut comprendre qu'il ne participe pas aux activités des partis de la mouvance, Mouel Bénin faisant partie justement des partis de la mouvance présidentielle, intégrant donc de la mouvance présidentielle. Alors on a vu le cas avec les démocrates où il a brillé par son absence. On dira peut-être que oui, le parti FCBE aussi pourrait subir le même sort puisqu'on a longtemps sous-entendu qu'il y aurait une compromission avec le pouvoir. Par contre, pour un parti comme le MPL, par exemple, peut-être qu'il faudra attendre
pour voir justement candidat Zanaï invité à une activité de parti comme le MPL pour voir quelle sera sa réaction. Ce qu'on sait, on sait que candidat Zanaï n'est plus quand même disponible pour collaborer avec les partis certains partis politiques, voilà, qui ont déjà collaboré d'une manière ou d'une autre avec le pouvoir en place. Après, justement, sur la position de candidat Zanaï, puisque le parti Moual Bénin était en congrès ordinaire ce week-end, Jacques Ayadji, notamment, aurait répondu à candidat Zanaï, estimant qu'on ne peut pas alors vouloir restaurer l'espoir et penser avoir tout seul, eh bien, la science infuse. Cette posture, justement, alors vous le disiez très subtilement tout à l'heure, cette posture donc de candidat Zanaï ne va-t-elle finalement pas jouer contre l'homme politique, puisqu'il s'ostracise de plus en plus? Ça peut jouer contre lui s'il veut continuer dans la politique. Dans la politique, justement. Puisqu'il a déjà tout eu en politique, il faut le dire. Député, ministre, député et puis ministre. Donc je pense que candidat Zanaï a déjà tout eu, il a fait son temps comme on le dit. Et donc s'il veut continuer, s'il veut donner une vitalité à son parti, parce que après lui, il y a le parti qui va peut-être résister. À moins que candidat Zanaï parte à la retraite avec son parti. Donc on sait qu'il n'est plus sur l'échiquier politique. Il est ancien ministre, ancien député, et puis une personne en griffe, une personne ressource, si on veut le dire comme ça. Mais si candidat Zanaï doit continuer dans la politique, je pense que cette posture n'est pas une bonne posture. Que quoi qu'on dise, nous sommes en politique, et en politique, il faut quand même, on ne peut pas rester seul et faire la politique. Il faut aller en contact avec d'autres personnes. Pendant que on s'est fait 1001 choses, pendant qu'on a besoin de 1001 choses, on ne s'est fait qu'un tout petit peu, d'où l'obligation pour nous d'entrer en relation avec les autres. Et je pense qu'en politique, nous sommes encore, dans toutes les nations du monde, même dans les démocraties supposées plus grandes, plus développées que la nôtre, il y a quand même qu'on constate qu'il y a des alliances entre les acteurs politiques, qu'ils soient de la mouvance ou de l'opposition, sur des sujets précis, ils peuvent s'entendre. Donc je pense que cette posture de candidat Zanaï n'est pas une bonne posture à mon avis. Peut-être qu'il a ses raisons, qu'il a avancé une fois les raisons, on le sait. Est-ce que, parce que nous sommes quand même changeants et ondoyants, et en politique, les acteurs politiques sont changeants et ondoyants. Peut-être que candidat Zanaï, à l'approche des élections générales, peut changer sa position. Il nous l'a d'ailleurs montré à souhait. Candidat Zanaï, il nous a montré justement qu'il était également changeant et ondoyant par le passé. Donc on va voir d'ici 2026, est-ce que candidat Zanaï va mettre de l'eau dans son vin, va revoir sa position, parce que ce sont des élections générales et les cadres vont encore se jouer ou se rebattre. Alors, comme le dirait peut-être Laurent Roland Henriquez, peut-être qu'il est encore justement au laboratoire en train de réfléchir à nous pondre une nouvelle théorie. Exactement. Sur quel pied lancer prochainement. Attendons de voir tout ceci. Pour revenir rapidement sur ce congrès, donc le premier congrès ordinaire du parti Moual Bénin, c'était le week-end écoulé. Le potentiel, on parle ce matin. Premier congrès ordinaire donc, du parti Moual Bénin. Jacques Ayadji et ses militants en avant pour de nouveaux défis. Exactement. Je pense que c'est, au-delà de tout, c'est un bilan d'étape qui a été fait par le président Jacques Ayadji et les siens. Ce parti, quoi qu'on dise, a quand même de belles orientations, même si pour le moment, le parti n'a pas encore participé à une élection, c'est-à-dire gagner lors d'une élection, avoir peut-être des députés. Des députés, par exemple. Des maires, des conseillers communaux. Après 5 ans, je pense que c'est très important de faire le bilan, puisque les élections générales ne sont plus très loin. Mais il va falloir que le parti puisse travailler parce qu'un parti politique, c'est également ça. C'est l'animation de la vie politique et la conquête. L'animation et surtout la conquête du pouvoir, la conquête et l'exercice du pouvoir. Je pense que malgré les belles intentions de Jacques Ayadji, les beaux discours qu'il prononce souvent, les thématiques qui sont défendues lors de ces rencontres, notamment le consommant local, Jacques Ayadji fait de ça une priorité dans son parti. Je pense que le parti a quand même, au sein du parti, il y a quand même des têtes bien faites. En dehors de Jacques Ayadji, il y a beaucoup d'autres personnes et c'est le moment pour Jacques Ayadji et les siens de vraiment définir les bonnes stratégies pour que dans les années à venir, le parti puisse gagner, le parti puisse se faire représenter dans les grandes instances politiques, notamment à l'Assemblée
l'Assemblée nationale, au sein des conseils communaux, dans les mairies, dans les départements et partout où on parle politique, partout il y a quand même du personnel politique. Donc il faut le faire parce que pourquoi pas un parti prétendre à la magistrature suprême. À la magistrature suprême. Exactement, c'est ce qu'on va souhaiter à Jacques Ayadji et les siens. Et véritablement, nous sommes en politique, qu'il quand même puisse trouver les bonnes stratégies, faire les vraies alliances pour quand même que ce parti qui a quand même des assises un peu partout, même à l'international, il faut l'avouer, aux États-Unis, un peu partout, ce parti a des assises. Donc, il faut quand même que le parti soit véritablement représenté et que le parti puisse véritablement gagner des élections. Parce que c'est ce que les analystes reposent souvent au parti Mouel Béné de Jacques Ayadji. C'est un parti où il y a de belles discours, il y a des rencontres qui sont organisées de façon régulière dans tous les départements du pays presque. Mais, au final, les résultats, justement, tardent à convaincre. Exactement. Le potentiel parle de 5 ans de témérité et de courage sur l'échiquier politique, certes, mais comme vous le disiez si bien, les résultats, justement, peinent à convaincre. D'où la question que beaucoup se posent, justement, quel avenir pour un parti politique comme celui de Jacques Ayadji, par exemple, face à des mastodontes comme le BR, comme l'UPR. Est-ce qu'il n'est pas temps d'aller justement avec les dents, on va dire, parce que c'est pratiquement 2 ou 3 ans d'existence, mais ils ont déjà des députés, avec des assises, avec une assise assez confortable sur l'échiquier national. Alors, est-ce qu'il n'est pas temps pour des partis comme justement Mouel Béné de se fondre tout simplement dans ces blocs? Ça n'est pas mauvais de se fondre dans des blocs, ça n'est pas mauvais. Maintenant, je me pose la question, est-ce que Jacques Ayadji et les siens sont quand même disponibles, sont prêts à adhérer à un bloc enfin, de la majorité présidentielle, notamment le BR et l'UPR? On a quand même eu, le BR ou l'UPR, on a quand même eu de ces informations de couloir qui avaient cours en tant que Mouel Béné voulait se fondre dans l'un de ces partis-là. Je pense que Jacques Ayadji est un fin stratège, un stratège politique. Il va quand même réfléchir comme Laurent a l'habitude de le dire. Peut-être qu'il est au laboratoire en train de réfléchir avec les siens pour voir si véritablement il faut se fondre dans un parti de la mouvance présidentielle. Parce qu'après 5 ans sans rien, on va dire, entre griffes, en dehors de quelques nominations éparses, je pense qu'il faut quand même réfléchir, après les 5 ans, faire un bilan d'étape, réfléchir pour savoir sur quel pied danser très prochainement, puisque les élections de 2026 sont... 2026 est loin, mais c'est proche. Si loin, si proche. Si loin, si proche. Donc, il faut quand même que chaque parti politique, quand même, les partis politiques comme Mouel Béné puissent réfléchir, trouver de bonnes stratégies afin de gagner, parce que afin de jouer pleinement le rôle du parti politique. L'animation de la vie politique et la conquête du pouvoir. Il faut conquérir le pouvoir et l'exercer, même au niveau local, c'est très important, je pense. On va rester avec le quotidien Le Potentiel pour parler cette fois-ci de la police républicaine. Corps d'officier, les modalités de promotion divisent, cher Sergino Lokossou. Il s'agirait des tests justement pour départager ex-policiers et ex-gendarmes. Je pense que ce problème a toujours existé. Nous, quand même, on avait eu des bruits de couloir en ce qui concerne... D'abord, la mise ensemble des 2 corps pour former la police républicaine. Il y avait quand même de petites méfiances, de petites suspicions en ce qui concerne les nominations, par exemple. Moi, j'ai appris qu'au niveau des prisons, par exemple, ce sont les ex-gendarmes qui occupent les prisons, enfin les patrons de ces prisons-là, ce sont les ex-gendarmes qui quand même s'affichent un peu les policiers de dessous, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas des gendarmes. Donc je pense qu'il y a beaucoup de ces sujets qui divisent au sein de la police républicaine, au sein des ex-gendarmes et des ex-policiers qui forment aujourd'hui la police républicaine. Et je pense qu'il est important pour le pouvoir central, notamment le chef de l'État, d'arbitrer, on va dire, parce que ça ne sert à rien que au sein d'un même corps, qu'il y ait des scissions, qu'il y ait des divisions. Et parce que quand c'est comme ça, la sécurité n'est pas bien assurée. Parce qu'il faut vous le dire, quand on parle des avantages de ceux-là qui offrent leur poitrine pour défendre notre nation, par exemple, c'est très imposant. Il faut quand même les mettre dans de bonnes conditions. Parce que moi, j'aime toujours à le dire, un estomac bien rempli produit des merveilles. Et donc, en matière sécuritaire, c'est très important.
il ne faut pas qu'on fasse des frustrés au sein de la police républicaine. C'est vrai qu'on peut avoir des choses à reprocher à nos policiers républicains, mais ils font leur travail, il faut l'avouer, ils font la veille, ils assurent notre sécurité avec les moyens de bord, on va dire, avec la motivation qu'il y a, avec tout ce qui va avec, on va dire ça comme ça. Mais je pense que les autorités en charge de la sécurité, notamment le ministre de l'Intérieur, le président de la République, doivent savoir ce qui se passe au sein de la police républicaine. Il n'y a pas de mois où on lance des recrutements au sein de la police républicaine. C'est indicateur que ça ne va pas bien, qu'on a besoin du personnel. Donc, il faut que ceux-là qui acceptent faire partie de ces corps-là, on puisse les motiver comme cela se doit. Parce que quand vous voyez, moi, quand je suis en circulation, c'est facile pour les passants d'insulter le policier. On l'insulte. Ah, il ne faut rien, il ne gagne rien, il est là, c'est un souffreteux. Et donc, je pense qu'il faille travailler à restaurer le corps de la police républicaine chez nous. Même s'il y a des scissions au sein de la police, on peut quand même trouver le moyen qu'il faut pour que les voix puissent, pour que la police républicaine, qu'on ne parle plus des gendarmes ou des policiers, pour que les deux puissent parler d'une et même voix, pour qu'il y ait la sécurité dans notre pays. Parce que si ils ne s'entendent pas, c'est pas réel que la sécurité soit bien assurée. C'est pas évident, c'est pas évident. C'est pas évident. Et donc, je pense que les autorités doivent prendre à bras le corps ce problème et régler une fois pour de bon. S'il faut des tests, il faut voter des tests pour quand même essayer de motiver les gens. Moi, je le dis, nous sommes en matière de sécurité et en matière de sécurité, quelqu'un que vous envoyez assurer la sécurité des personnes et des biens, il faut motiver cette personne-là, il faut donner à cette personne le minimum qu'il faut pour pouvoir assurer la sécurité. Je parle de la police républicaine, du sommet jusqu'à la base. Surtout la base, il faut motiver les gens à la base, parce que le policier qui est sur la voie et qui doit penser à la maison que sa femme, qui n'a pas déposé de l'argent à la maison avant de quitter la maison, son enfant est peut-être à l'hôpital, il n'a pas les moyens pour... La rentrée, exactement, la rentrée justement, et il n'a pas les moyens pour véritablement faire face à ces charges-là. Je pense que les autorités doivent prendre à bras le corps ce problème et régler une fois pour toutes que la police républicaine reflète également le sommet de l'État. Parce que, comme on le dit souvent, nous avons la police que nous méritons. Absolument. Et donc, il faut que le gouvernement puisse travailler. On sait le chef de l'État très précis, très pointueux sur un certain nombre de choses. Je pense qu'il va, dans les jours, les semaines ou les prochains mois, essayer de régler ce problème. Régler la situation. Exactement. On va s'intéresser à nouveau à l'actualité au niveau du parti Moël Bénin, si tu me permets, Sergino Lokossou. Puisque à la une du quotidien Le Matinal, on peut retrouver ce titre. Demande d'une loi d'amnistie en faveur des détenus et exilés politiques. Ayadji dénonce l'inconséquence des démocrates. Je pense que Ayadji a peut-être raison de porter son jugement de valeur sur la posture ou les positions des démocrates. Mais l'intérêt que les démocrates ont, que son parti n'a pas, eux autres sont représentés à l'Assemblée nationale. C'était très important. Et quand ils sont représentés à l'Assemblée nationale, ils ont quand même des revendications en ce qui concerne la loi d'amnistie. Il ne faut pas oublier, il y a deux ténors, deux têtes de pont de ce parti séjournent actuellement à la prison civile. Je vais nommer Ricky Amadougou et l'éminent professeur Joël Aïvo. Et donc, peut-être qu'il manque de stratégie pour négocier, pour trouver le mode opératoire. Justement, c'est quand même pouvoir les aider à avoir la libération de ces personnes. C'est pourquoi c'est ce que dénonce Jacques Ayadji, qui estime que oui, alors le parti, les démocrates, a besoin que cette loi justement soit votée, sachant qu'au Parlement aujourd'hui, ce parti n'est pas majoritaire, qu'il y a deux autres blocs quand même qui ont la majorité au niveau du Parlement, et que dans le même temps, c'est le parti Les Démocrates qui adopte certaines postures qui ne vont pas dans le sens justement du vivre ensemble. C'est le même parti qui dénonce, c'est le même parti qui attaque tout le temps, estimant, alors en gros, qu'il faudrait peut-être faire l'âne pour avoir le foin. En gros, c'est ce que je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, pendant que nous avons besoin de mille et une choses, nous n'avons fait qu'un tout petit peu. D'où l'obligation pour nous d'aller en relation avec les autres. La loi d'amnistie ne peut pas être votée sans les autres partis au Parlement, sans c'est ce que rappelle justement Jacques Ayadji aux démocrates. Et donc, je pense que les démocrates, moi je leur avais reproché ça. Les démocrates, leur posture actuelle au Parlement ne permet pas le vote de cette loi-là. Mais ne jouent-ils pas tout simplement leur rôle? Oui, ils jouent leur
partis d'opposition. Ils jouent leur rôle. Mais quand vous voulez quelque chose... Contrôler l'action du pouvoir. Contrôler l'action du pouvoir, mais au-delà du contrôle de l'action du pouvoir, nous sommes au Parlement. Et le Parlement, nous sommes en politique. Nous sommes en politique. Et la politique, parfois, prime sur le droit. C'est ce que nous ne savons pas. Il y a quand même ce que la loi a prévu. Il y a la loi, il y a les dispositions de la loi. Mais au-delà de ces dispositions, quand vous voyez les vrais juristes, ils vont vous le dire. Oui, c'est ce que la loi a prévu. Maintenant que le politique est rentré dedans, il faut quand même trouver... Voilà. Il y a les réalités politiques. Donc, je pense qu'aujourd'hui, vu ces réalités politiques, le Parti des démocrates, c'est vrai qu'il faut rester dans une posture. Quand on est opposant, il faut dénoncer, il faut proposer. Ils sont dans cette posture-là. Mais à des moments donnés, il faut quand même mettre de l'eau dans le vin. Il faut négocier. Nous sommes en politique. Justement. Et nous sommes au Bénin. Et ils le savent très bien. Si Jacques Ayayi le dit, parce que Jacques Ayayi le dit en connaissance de cause. Bien sûr, sachant que dans une pareille situation, il faut quand même négocier. Il faut négocier, et en fait. les premiers jours des démocrates au Parlement ont montré que ceux-là ne sont pas dans une posture de négocier ou bien de baisser la tête, de baisser les yeux. Les premiers jours, comme les jours actuels, parce que même exactement, par rapport à la situation avec le Niger, par exemple, on a vu le parti les démocrates. Récemment, lors d'une sortie du président de l'Assemblée nationale, il a rappelé que lui, il a fait plus de 4 mandatures dans l'opposition. Mais on n'a rien à lui montrer, que rien n'a encore commencé. Et donc, je pense que les démocrates, ils ont tout à fait à utiliser la diplomatie qu'on connaît aux acteurs politiques pour quand même réclamer la libération de ces deux têtes de pont de leur parti. C'est très important. Si Jacques Ayayi le dit, ce n'est pas connaissance de cause. Et nous sommes au Bénin. Quelqu'un a dit, un acteur politique a dit que nous sommes au Bénin, que 2 plus 2 ne font pas forcément 4. Forcément 4, donc c'est un peu ça. Et les démocrates sont... Parmi les démocrates, il y a quand même de vieux routiers de la politique béninoise et qui maîtrisent le roi de la politique. Et donc, je pense qu'en son temps, ils feront ce qu'il faut pour pouvoir avoir gain de cause. Et sur le même sujet, Dynamisme Info, titre Loi d'amnistie au profit des exilés et détenus, des acteurs de la mouvance dans du verbiage creux. On peut comprendre que le journal puisse avoir également sa façon de titrer. On ne peut pas lui en vouloir. Son avis sur la question, ses analyses, parce que le commentaire est libre, comme on le dit. On a l'impression que là, c'est une réponse du berger à la bergère. Le commentaire est libre. Et sur le sujet, quand vous voyez un peu, il y a beaucoup de commentaires et d'insinuations, on va le dire. Et chacun parle par rapport à sa position. On peut les comprendre que ceux de la mouvance ne puissent pas avoir la même position que ceux de l'opposition, parce que ceux de l'opposition sont demandeurs de cette loi-là. Et donc, ça se comprend que celui ou ceux qui ne sont pas demandeurs puissent avoir des insuffisances, des failles pour ceux qui demandent cette loi-là. Et nous sommes au Bénin, nous sommes en démocratie. Chacun il y a la liberté de parole et d'expression. Chacun dit ce qu'il pense, chacun argumente, donne ses arguments. Donc, je pense que les opposants, enfin ceux de la mouvance, puissent avoir leur commentaire sur ce sujet-là. Et mieux, Jacques Ayayi l'a dit tout à l'heure, qui ne sont pas dans une bonne posture pour avoir le vote de cette loi-là. Et donc, quand on parle de verbiage que le journal a ses analyses à faire, le journal sait pourquoi il le dit. Et moi, je pense que chacun doit donner son avis, quitte à ceux qui veulent de commenter ou de qualifier ces avis, à mon avis. L'avis donc de Parfait Boko et des siens sur le sujet. On va passer à la primeur à présent, un autre fait d'actualité et non des moindres. Renforcement des relations sino-béninoises, 13 accords de coopération signés, Sergino Lokosso. Je pense qu'au-delà de la primeur, pratiquement tous les journaux ont parlé de cette relation, de ce gain que le chef de l'État est allé ramener au pays. Je pense que c'est très important. D'abord, il y a eu beaucoup de décisions. Il y a la suppression des visas pour les Chinois. Il y a eu des accords pour l'installation des entreprises chinoises au Bénin. Il y a eu quand même beaucoup d'autres choses. Enfin, les accords ont été signés dans beaucoup d'autres domaines, notamment dans l'agriculture, dans le numérique, dans la communication, un peu partout. Je pense que c'est une très bonne chose parce que, quoi qu'on dise, le modèle chinois est un modèle impactant. Le modèle chinois est un modèle qu'on peut copier. On peut partir de l'expérience de la Chine, enfin, qui fait école chez nous. C'est ça qui a fait que le chef de l'État s'est déplacé personnellement. Il pouvait envoyer le ministre des Affaires étrangères, mais il est parti lui-même pour aller négocier des choses, pour ramener des choses au Bénin. Je pense que c'est très important et il va falloir que nous puissions profiter parce que le Bénin a enclenché une marche de son développement et tout le pays est en chantier, vous pouvez le constater, du nord au sud, de l'est à l'ouest, le pays est en chantier et donc il faut faire appel à des investisseurs étrangers pour nous accompagner. Il faut quand même copier des modèles comme le chef de l'État l'a signifié en début de son premier mandat.
il voyage beaucoup, il voit ce qui se pratique là-bas, il a envie de ramener ça chez lui. Et je pense que c'est une très bonne chose. Au-delà de nos colorations politiques, quand on parle développement, je pense qu'on doit nous retrouver ou partout où on parle développement de notre pays, parce que nous avons une seule nation, il faut quand même qu'on puisse rendre notre cour belle, propre. Et quand ta cour n'est pas propre, tu ne peux pas insulter l'autre qui est à côté. Et donc, je pense que au-delà de tout, je pense que c'est une très bonne chose. Les Chinois, on les connaît pour les réalisations des infrastructures routières, beaucoup de choses. Et enfin, la Chine, je ne vous apprends rien. En 60, le Bénin était plus développé que la Chine. Aujourd'hui, nous ne sommes plus derrière la Chine. Le fossé est grand. Il y a une grande distance qui sépare la Chine et le Bénin. Et je pense que c'est une bonne chose d'aller s'inspirer de quelqu'un qui, en 60, qui était derrière, loin de nous, et qui nous a dépassé de très très loin encore. Comment il a pu faire pour avoir ce niveau de développement? Je pense que c'est un modèle à copier, et le chef de l'État a bien fait d'aller en Chine, a bien fait d'aller négocier des choses pour le pays en Chine, et j'espère que ça va vraiment impacter la population, parce que il faut dire, nous sommes au Bénin, la majorité des populations sont analphabètes, et la meilleure façon pour eux de mesurer que ça va bien, c'est le panier de la ménagère. Absolument. Il faut que les gens puissent manger à leur faim au moins 2-3 fois par jour. Et c'est ça qui prouve que véritablement le chef de l'État travaille, parce qu'eux autres ne sont pas au parfum des calculs, des statistiques. Ce qu'eux autres veulent, c'est de manger à leur faim, et puis c'est fini. Et quand ils mangent à leur faim, c'est que tout va très bien. Et donc, je pense qu'on va quand même, le chef de l'État et son gouvernement vont essayer de trouver les attaches, vont prendre les attaches nécessaires pour que le développement soit vraiment réel, que tout le monde puisse sentir, quel que soit le secteur d'activité, nous puissions sentir le développement du pays un peu partout, même au niveau de la presse également. Il faut que, à des moments donnés, que nous puissions quand même sentir ce développement, tant enclenché par le chef de l'État. Sur le même sujet, vous le disiez si bien, il y a eu 13 accords de coopération signés, il y a des entreprises chinoises qui sont censées venir donc s'installer au Bénin dans les prochains jours, les prochains mois. Mais il y a également ce sujet dont la presse parle ce matin, Dynamisme Info notamment, la suppression de visas pour les Chinois, décidée donc par le chef de l'État. Non, je pense que c'est dans le cadre du renforcement de cette coopération, parce que les Chinois vont venir au Bénin, ils n'auront pas de visa à payer. Je pense que ça doit faire partie d'une stratégie, d'une diplomatie du chef de l'État, et ils ne sont pas les seuls. Depuis l'arrivée du chef de l'État, il a quand même fait la suppression à beaucoup de ressortissants d'autres pays du continent. S'il le fait, c'est pour faciliter les échanges, c'est pour faciliter la circulation des personnes et des biens sûrement. C'est pour aider quand même le Bénin, parce que ceux-là qui vont venir ne sont pas, peut-être ce sont des têtes bien faites de la Chine qui viendront apporter quelque chose à l'intelligentsia du Bénin. C'est très important. On n'a pas idée. Quand ça se fait, on voit que bon, c'est pour faire amener des gens. Non, les Chinois qui vont venir, c'est sûr, je suis certain que ce sont des têtes bien faites qui vont apporter un plus au développement du pays, qui vont apporter un plus au vécu quotidien de cette population béninoise. C'est une bonne chose, et on espère qu'on aura le retour de la manivelle également, que les Béninois qui vont vouloir aller en Chine on puisse le faciliter. Justement, c'est la question que se pose c'est la question que se pose Dynamisme Info ce matin. Je pense que ça sera fait. Le chef d'État a fait. On espère que ça sera fait également au niveau de la Chine, que les ressortissants béninois qui veulent aller en Chine, on peut leur faciliter la circulation, comme le chef de l'État a fait. Le chef de l'État, il a fait peut-être pour un but. Bien sûr. Il s'agit évidemment d'en tirer une plus-value pour le développement des affaires, mais en même temps le tourisme par exemple, puisque le chef d'État estime il faut dire qu'au niveau du tourisme, le gouvernement est en train de s'investir, afin d'aménager les sites touristiques pour ramener les touristes au Bénin, parce que quoi qu'on dise, il y a quand même de la plus-value au niveau du tourisme. Il faut profiter de ça également. Au-delà du sport, il y a quand même le tourisme qui peut apporter quelque chose à ce pays, et c'est très important à mon avis. En tout cas, la question donc que se pose le Dynamisme Info, j'en parlais, c'est suppression des visas pour les Chinois, quid de la réciprocité pour les Béninois. Wait and see. Poursuivons avec cette fois-ci le quotidien Gasquiani qui parle de la montée des eaux du fleuve Ouémé, la veillée d'armes des autorités communales. Exactement. Au-delà de l'Ouémé, dans beaucoup d'autres départements traversés par les fleuves, nous sommes en période de crue.
Et il faut quand même donner les outils nécessaires aux populations qui habitent le long de ces fleuves-là, les dispositions à prendre pour que les eaux ne les emportent pas. Parce que récemment, il y a 2-3 semaines, dans le nord du pays, plusieurs personnes ont été emportées par ces eaux-là. On a retrouvé un homme mort dans l'un de ces fleuves. Donc je pense que c'est très important. Nous sommes en période de crue et le trop-plein qui arrive, il faut quand même que les autorités communales puissent donner les conseils qu'il faut, les zones classées zones rouges, les zones classées jaune, orange ou zone jaune. Il faut quand même que les populations soient informées. Il faut que, au-delà de l'OME, dans tout le pays, il faut informer les populations parce que les acteurs politiques le disent si bien. La nation a besoin de toutes ses filles et de toutes ses filles pour sa construction. Et quand un homme perd la vie, c'est quand même un manque à gagner pour l'État, quoi qu'on dise au niveau des tasses également. Et donc, je pense que c'est très important. La montée des eaux, c'est un phénomène cyclique et qui arrive tous les ans. Et il faut quand même trouver des solutions pour quand même éviter ces noyades qu'on constate par-ci, par-là. Et c'est très important de l'oumer, que ça aille dans d'autres départements, pourquoi pas le Zou et dans les départements du Nord également, dans le Mono également, où il y a le fleuve Mono qui parfois emporte toute une commune, la commune de Atiémé, je ne vous apprends rien. Et donc c'est très important pour ces autorités de donner les conseils qu'il faut, d'outiller les habitants qui vivent aux abords de ces fleuves-là. C'est très important. Et qui vivent et qui développent leurs activités. Aux abords de ces fleuves, c'est très important. À des moments donnés, ils n'ont pas envie de quitter, mais il faut les faire quitter. Il faut trouver le discours, les mots qu'il faut pour quand même les faire quitter de ces zones-là pour le temps que la crue puisse se faire truc là. Donc je pense que c'est très important. Ça va aider ces populations-là qui parfois ne savent pas à quel sens se vouer quand il y a la montée de ces eaux. Et c'est à mon avis très important de le faire parce que ça va aider les populations. Et il faut également les accompagner. Ceux qui sont inondés, ceux qui connaissent l'inondation, la rentrée est proche. Quelle sera la stratégie qui sera trouvée pour que ces élèves qui sont dans ces zones-là puissent commencer l'école? Je pense que les autorités doivent se pencher sur la question pour aider les parents, pour aider ces élèves également, et c'est très important. On aura donc retenu que c'est très important donc qu'un travail soit fait en la matière pour vous en tout cas, qu'au niveau des autorités communales, justement, la veille d'armes puisse se faire et que des solutions soient aussi proposées aux populations face à la montée des eaux. Avec Gascani Info, on peut également lire ce matin, présidentielle 2026, difficile choix du dauphin. Oui, le choix sera très difficile pour le chef de l'État d'abord, qui est soutenu par plusieurs partis politiques. On se dit, quel parti sera désigné finalement, le dauphin de quel parti sera finalement désigné quand on sait qu'il y a beaucoup de partis qui soutiennent le chef de l'État, notamment le BR, l'UPR, l'OLBN et beaucoup d'autres partis, l'UDBN et beaucoup d'autres partis, où le chef de l'État pourra sortir le dauphin. On se dit, ça va être compliqué, ça va être une équation à plusieurs inconnus pour le chef de l'État. Et aujourd'hui, on se dit, est-ce que ça sera un acteur politique du BR? Est-ce que ça sera un acteur politique de l'UPR? Est-ce que ça sera le Moël-Bénin qui a fait son congrès récemment? Est-ce que ça sera l'UDBN de Mme Claudine Prudencio? Donc je pense qu'aujourd'hui, le chef de l'État doit être dans un calcul assez difficile pour le choix de son dauphin. Soit il ne choisit pas, soit il laisse les partis aller aux élections. Mais je pense que de plus en plus, au sein de la mouvance présidentielle, il y a quand même une candidature qui est suscitée. Et mieux, un ministre actuel a même dit que c'est le candidat le meilleur de la mouvance présidentielle. Oui, le grand jury en parle ce matin à sa une. La une, justement, va s'afficher. Présidentielle 2026 au Bénin, Olivier Bokol, le candidat idéal de la mouvance, selon Oswald Omeki. Évidemment, et qui est un ministre en exercice, et qui le dit, je pense qu'il ne peut pas le dire au hasard. Quand on est ministre dans un gouvernement comme celui du chef de l'État, on ne parle pas au hasard. Donc s'il le dit, c'est qu'il le dit en connaissance de choses, en connaissance de cause. Et donc, je me dis, est-ce que, à la longue, les autres partis soutenant, parce qu'il n'est pas dans un parti politique, pour le moment, on ne sait pas le parti dans lequel se trouve ce personnage, notamment Olivier Bokol, dont le nom est cité un peu partout, dont la candidature est citée. Des mouvements très proche, des mouvements sont créés. Plus que proche.
très proche du chef de l'État. Est-ce que les autres partis soutenant les actions du chef de l'État vont l'accompagner à l'approche de 2026? On n'en sait rien, mais ce qu'on constate, c'est que la candidature est suscitée, les mouvements sont créés au jour le jour, et mieux, le ministre Oza Romé qui vient de dire que c'est le candidat idéal de la mouvance. Pour lui, ce serait le mieux préparé de tous. Exactement. On va attendre peut-être la réaction du chef de l'État. Il n'a encore rien dit. On va peut-être attendre la réaction. Va-t-il dire que c'est Olivier Bokor qui est son dauphin? Va-t-il choisir un autre? On ne sait pas pour le moment. Mais Olivier Bokor, la candidature est suscitée. Le ministre dit que c'est le meilleur. Et donc, on attend de voir. On fera les analyses, les commentaires en son temps. 2026 n'est pas encore là. Nous sommes en 2023. Ça reste 3 ou 2 ans et demi. On va essayer de voir ce que va faire le chef de l'État, ce que feront également ces partis qui soutiennent les actions du chef de l'État. On va finir, Sergino Lokosso, cette première partie de l'émission par un mot par rapport à la situation dans la sous-région et même au-delà, puisque nous sommes lundi et ce matin, normalement, le général Brice Oligui Nguema du Gabon est censé justement prêter serment. Exactement. C'est ce qui est prévu. D'ailleurs, on reparlera de cette situation, dans l'actu décalé. En attendant, au Niger, Dynamisme Info s'interroge jusqu'où ira le bras de fer justement avec la France, s'agissant entre autres de l'expulsion de l'ambassadeur Sylvain Ité. Je pense que c'est à justice que le journal s'est posé cette question parce que les manifestations au Niger, l'expulsion de l'ambassadeur... sont encore tenues ce week-end. Et même, il y a eu des descentes un peu partout dans les grandes villes du pays. On se demande jusqu'où, exactement, comme Gaskiani Info, je crois bien. On se demande... Dynamisme Info. Jusqu'où ira le bras de fer. Le bras de fer, parce qu'aujourd'hui, il y a un sentiment anti-français qui est né sur le continent, du moins dans certains États du continent, et qui est nourri, entretenu par la junte, on va dire. Je me dis, est-ce qu'aujourd'hui, le Niger pourra faire face au terrorisme sans la France? On se pose la question. C'est vrai que la présence française au Niger, il y a eu des hauts et des bas dans cette présence au Niger. Ça n'a pas vraiment répondu aux attentes, mais ils ont fait avec les moyens de bord. Et je me dis, est-ce que c'est la bonne stratégie de chasser la France? Est-ce que le Niger peut chasser définitivement la France? Je me pose la question. Quand on sait qu'on a besoin des autres également, je me dis, il faut quand même essayer de voir un peu les postures. C'est vrai que d'autres diront que c'est une nouvelle ère qui est en train de souffler sur le continent africain. Il faut quand même que cette nouvelle ère puisse tenir compte de certaines réalités. Et c'est très important. Le Niger, à lui seul, ne peut pas faire face au terrorisme parce que malgré qu'il y ait cette situation, les terroristes frappent toujours au Niger. Et donc, il faut quand même que les autorités puissent trouver les bonnes stratégies pour pouvoir agir, pour pouvoir essayer de prendre en compte les populations. Parce qu'aujourd'hui, quand il y a ces situations déplorables, ce sont les populations qui en pâtissent. Absolument. Quand 2 éléphants se battent, c'est les zèbres qui en sont. Aujourd'hui, on se pose la question, quel est le mode de gouvernance approprié au continent africain, du moins à certains États africains qui refusent maintenant la démocratie, on va le dire ça en griffe, on verra qui dit en griffe, mais je pense que c'est très important, c'est un problème assez crucial. On n'a pas idée quand vous les voyez dans les rues, ce sont des jeunes qui crient à bas la France, à bas et qui ne veulent plus. Est-ce que quelque part justement ces populations ne sont pas aussi instrumentalisées? En tout cas, on ne va pas répondre à la question. Pour le moment, voici la question à laquelle j'aimerais que vous répondiez très rapidement. Que dire justement de la posture de la France face à cette injonction qui est faite entre autres à l'ambassadeur donc Sylvain Ité de quitter le territoire nigérien? La France qui estime que oui, la junte au pouvoir n'a aucune légitimité, encore moins légalité pour justement faire cette injonction, que ce soit concernant le départ de l'armée française, encore moins concernant le départ de l'ambassadeur Sylvain Ité. Quand bien même, oui, la junte donc demande à ce que l'ambassadeur quitte le pays, quand bien même la justice aussi a statué sur la situation, demandant le départ donc de l'ambassadeur. Je crois que la première réaction de la France, c'est
de rappeler son ambassadeur. Oui, sauf que la France refuse. Pour l'intégrité physique de l'ambassadeur. Sauf que pour le moment, la France refuse. Et c'est assez risqué, péril, parce qu'on ne sait pas, comme l'a dit le journal, jusqu'où ira cette junte. Et donc, le mieux, c'est de rappeler l'ambassadeur de quitter le pays en attendant que des solutions se soient trouvées. Parce que je pense que ce bras de fer, ça n'est pas bon pour l'ambassadeur. C'est vrai que c'est vite arrivé, quelqu'un peut tirer sur l'ambassadeur, on ne le souhaite pas. On peut le faire et ça va encore compliquer la situation. Mais la première réaction, c'est que la France rappelle cet ambassadeur, quitte à trouver le mode opératoire, peut-être de concert avec l'Union africaine, de concert avec les autres États qui sont autour du Niger pour pouvoir trouver la bonne stratégie. Et moi, à mon avis, la bonne stratégie n'est pas la force. Et si quelqu'un prend la force, il faut que l'autre lui dise que la force n'est pas une bonne chose. Allons au dialogue. Et je pense que nous sommes en Afrique et le dialogue doit primer. Au bout du dialogue, je pense qu'une solution sera forcément trouvée, même si la junte est contre tout ce qui porte le nom français au Niger. On peut, la France peut quand même le dialogue. Le dialogue, on peut trouver quand même le dialogue au lieu d'envoyer des forces pour faire truc là. Parce que quand on le fait comme ça, c'est les populations qui en souffrent. Parce que la junte aujourd'hui, quand on doit prendre, c'est à peine une vingtaine de personnes. Et quand on sort ces 20 personnes, regardez le nombre de populations qu'il y a au Niger, regardez le nombre de citoyens qu'il y a au Niger, le nombre de personnes en quête de liberté, en quête de mieux-être au Niger sont beaucoup. Et donc, il faut quand même que la France et les autres États et les autres organisations internationales puissent prendre en compte tout cela avant d'agir, avant de trouver quelle posture adopter face à cette jeune qui ne recule devant rien, il faut le rappeler, et qui n'a peur de personne et qui n'est pas prêt à déposer les armes. Vraisemblablement. Merci beaucoup à vous, Sergino Lokosso.